Nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans les locaux de l'IRTS, à qui je renouvelle mes remerciements pour la mise à disposition de leur bel amphithéâtre. Merci. Voilà, on est allé avec quelques collègues au colloque de la CNAP à Paris. Et on a entendu avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Madame Bortolotti et on s'est dit que ce serait dommage de ne pas en faire profiter un plus grand nombre. Donc je l'ai invitée à venir nous rejoindre à Lille, ce qu'elle a accepté gentiment. Et donc je l'en remercie. Alors le sujet de l'après-midi, l'éducation spécialisée 2.0, quels enjeux pour quelle pratique. En prévention spécialisée, on est effectivement tiraillé par un certain nombre de questions concernant d'abord l'usage numérique, l'usage des outils numériques que font les jeunes et les moins jeunes qu'on accompagne. Et pas seulement les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, les adultes aussi. Hein. Je rappelais tout à l'heure, sous forme de boutade, que j'avais été interrogé sur une radio suite à l'assassinat de Samuel Paty, sur le thème les jeunes et les réseaux sociaux. Et je disais à la journaliste, mais c'est pas qu'un problème de jeunes, les réseaux sociaux. Il y a le président d'une grande démocratie, il s'est fait virer de Twitter, il n'est pas spécialement jeune, il a fait envahir son Parlement. On en a, ici en France, on a un élu qui a dû retirer sa candidature de l'élection à la mairie de Paris, puisqu'il a fait un mésusage des réseaux sociaux. Il n'était pas spécialement jeune non plus. Donc je pense que tant que les adultes continueront à dire que le problème des réseaux sociaux, des outils numériques, c'est un problème de jeunes, ça leur permettra de se donner bonne conscience et de s'exonérer de leurs responsabilités. Parce que c'est peut-être tout simplement qu'on a créé un outil, nous les adultes, qui nous échappe un petit peu et qu'on n'a pas livré le mode d'emploi avec, ni aux adultes ni aux jeunes. Et donc ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà. Donc maintenant, il va peut-être falloir construire un petit peu le mode d'emploi qui va avec les outils. Et cette question concerne tout à chacun, mais je pense qu'elle concerne particulièrement les éducateurs que nous sommes. Donc comment on accompagne les jeunes dans l'usage des réseaux sociaux, c'est une question, mais aussi en quoi les outils numériques peuvent ou pas nous aider dans notre pratique professionnelle, comment on peut les utiliser, quels avantages, quels inconvénients, quels risques. Voilà. Donc, Madame Bortolotti, qui est doctorante, a fait un travail de recherche en Seine-Saint-Denis très intéressant. Et donc, je ne vais pas en dire plus, je vais lui laisser la parole. Et voilà. Donc, elle fera une intervention, puis après, on aura la possibilité d'avoir un échange avec la salle. Merci d'être nombreux présents cet après-midi. Je vais faire un test avec le micro. Est-ce que ça va ? Ok. Donc, sur cette question des usages, avant de commencer sur cette question des usages numériques des adultes et des jeunes, c'est vrai qu'il y a déjà des enquêtes qui disent qu'effectivement, les personnes qui transmettent le plus de fausses informations aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes. Au contraire, c'est les adultes plutôt inscrits dans l'âge de 40 ans et plus, et qui sont plutôt inscrits dans le champ républicain. Donc, voilà, vous voyez bien que ce n'est pas une question... le stéréotype qu'on fait sur le fait que les jeunes seraient ceux qui sont les plus irresponsables en ligne, ce n'est pas très très vrai, mais ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir après. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement parler des pratiques numériques des jeunes, des éducateurs et éducatrices de rue en prévention spécialisée. Je voulais tout d'abord remercier l'association Itinéraire pour cette invitation et aussi à M. Kadri, parce que c'est vrai, moi j'ai beaucoup travaillé, ça fait 4 ans que je travaille en prév en Seine-Saint-Denis, donc j'ai pas beaucoup de contact avec des préventions spécialisées d'autres territoires, d'autres départements, donc pour moi c'est aussi une opportunité de pouvoir rencontrer d'autres éducateurs, voir peut-être d'autres profils et d'autres manières de travailler qui ne sont pas spécifiques du territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc, vous savez que c'est un territoire un petit peu particulier.
Je suis contente aussi, je vous dis tout clairement, parce que j'ai fait mes études de master à Lille en 2016. Donc ça me fait vraiment un plaisir de revenir aujourd'hui dans cette ville que j'aime beaucoup. L'objectif aujourd'hui, il est triple, hein, il y a trois objectifs dans cette journée. Donc le premier, c'est de vous présenter les travaux que j'ai réalisés avec mon directeur de thèse qui s'appelle Benjamin Moignard autour des usages et pratiques numériques des éducateurs et éducatrices de la prévention spécialisée en Seine-Saint-Denis. Oui. Donc la photo du rapport, elle est là. Je pense que vous l'avez tous reçu, le rapport. Je pense vous l'avez envoyé. Normalement, vous le trouvez facilement en ligne. Le titre, il est là, hein, Éducation spécialisée 12.0, quels enjeux pour quelles pratiques. Donc il y a 2 versions de ce rapport en ligne, une version complète qui fait à peu près 62 pages et une version réduite qui a à peu près 10 pages. Donc, le second objectif, c'est qu'après cette présentation, on ait aussi un temps d'échange, que vous puissiez me poser des questions sur l'enquête que j'ai réalisée, mais aussi que vous puissiez parler un petit peu de ce qui se passe dans votre association, quelles sont vos interrogations. Peut-être qu'il y a d'autres interrogations qui dépassent celles du champ de la Seine-Saint-Denis qui vous voulez évoquer. Et le troisième temps, c'est, si j'ai le temps, hein, on va voir si on a le temps, si on arrive à tenir le temps de 2 heures, c'est de vous présenter quelques conclusions générales sur des pratiques numériques que j'ai pu repérer chez certains professionnels. C'est-à-dire que à un moment donné, on a vu dans l'enquête, et ça, j'ai pas fait cette partie de la présentation dans la formation de la CNAP, on a réussi à rassembler un certain nombre de pratiques un peu communes entre tous les éducateurs. Donc, je voulais vous présenter aussi si j'ai le temps. Alors, avant de commencer, je voulais dire aussi que je suis brésilienne, c'est ce qui justifie mon gros accent. Donc, si jamais il y a des mots, des expressions, des choses que je dis qui ne sont pas très claires ou même parfois pas très appropriées, n'hésite pas à me faire un signe parce que c'est vrai que des fois, je peux faire des traductions rapides dans ma tête et du coup, parfois, ça peut sortir de ma bouche des mots qui ne sont pas très, très françaises. Alors, j'ai organisé cet après-midi en 3, et c'est pour ça aussi que j'essaye de ne pas trop avoir ce micro très proche de moi, parce qu'on parle très fort, les Brésiliens. J'ai organisé cette présentation en trois grands temps. Dans un premier temps, appelé présentation, je vais plutôt me présenter surtout ma recherche doctorale, parce que c'est vrai que j'ai fait cette enquête avec Benjamin Moignard, mais j'ai fait aussi une enquête doctorale, et mon enquête, elle est aussi en lien avec la prévention spécialisée, donc je voulais la présenter assez rapidement. Je vais aussi donc du coup présenter les modalités de conduite de l'enquête réalisée en Seine-Saint-Denis, notamment les chiffres clés de cette étude. Et une fois passé ce temps de présentation, je vais passer du coup aux principaux résultats de l'enquête et ses échanges. Donc, dans ce temps-là, je vais vous mettre en lumière 3 grands constats de travaux que nous avons réalisés avec Benjamin. Donc, le premier, c'est le fait que les éducateurs et éducatrices sont largement engagés dans des pratiques numériques. Notamment, ils sont largement engagés dans les usages des réseaux sociaux numériques. Cependant, avoir des usages numériques, ça ne veut pas dire avoir les mêmes usages. Donc, on va voir dans cette partie si certes les éducateurs et éducatrices sont assez ouverts pour intégrer et discuter le numérique et l'usage des réseaux sociaux numériques dans la pratique quotidienne, ils ont beaucoup de peurs, beaucoup d'interrogations. Et ces interrogations vont se traduire donc dans des usages très, très différenciés d'une association à l'autre, d'un éducateur à l'autre. Ces usages différenciés, elles nous ont amené à créer des typologies d'usage, c'est-à-dire qu'on a essayé de traduire de quelle manière les éducateurs et éducatrices se positionnaient par rapport au numérique dans leurs associations. Et du coup, pour essayer de traduire ça, on a créé 4 typologies, donc 4 typologies d'usage qui traduisent d'une certaine manière ces interrogations et ces préoccupations. Je voulais d'ores et déjà vous dire que ces typologies, elles n'ont pas été créées pour enfermer les éducateurs et éducatrices dans des cases, mais au contraire, elles vont
surtout servir à mieux comprendre et à mieux traduire ces champs d'interrogation. Donc, quand vous allez voir les témoignages des professionnels qu'on a sélectionnés pour vous présenter aujourd'hui, vous allez voir que des fois, on peut se sentir un éducateur un peu réfractaire, mais on peut aussi se sentir un éducateur plus utilisateur de réseaux sociaux numériques. Donc, les typologies, elles ne servent pas à nous enfermer, mais plutôt à nous positionner face à plusieurs avis sur le même sujet. Une des questions que nous sommes posées aussi dans notre enquête, c'était est-ce qu'il y a des facteurs d'accrochage? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont les éducateurs les plus jeunes qui sont plus ouverts aux outils numériques, ou est-ce que ce sont les éducatrices qui sont les plus ouvertes? Donc, l'une des choses qu'on a fait dans notre enquête, c'était d'interroger ces catégories générationnelles du genre sous les usages numériques. Du coup, je vais essayer de vous présenter aussi dans ce temps de restitution des résultats quels sont les facteurs d'accrochage, quelles sont aujourd'hui les catégories qui justifient des éducateurs qui sont plus pour ou plus contre les outils numériques. Et enfin, du coup, dans cette partie encore des restitutions, je vais vous présenter les recommandations générales que nous avons faites dans le rapport. Donc, comme je vous ai dit, comme je vais vous présenter après, ce rapport, il a été commandité par le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, l'objectif, c'était aussi qu'on fasse des recommandations afin d'orienter les professionnels du territoire. Donc, je vais vous présenter les recommandations que nous avons faites. Et après, si j'ai le temps, on va voir en fonction des horaires, comme je vous ai dit, j'aimerais bien vous parler des types comptes réseaux sociaux que nous avons repérés qui font à certains professionnels en Seine-Saint-Denis. Quelques réflexions au terme des ajustements des missions, c'est-à-dire comment les éducateurs et éducatrices, à un moment donné, commencent à se dire comment je fais pour adapter le principe de l'anonymat, par exemple, sous les réseaux sociaux numériques, comment j'adapte le principe de la libre adhésion dans mes pratiques numériques. Donc, je vais essayer de voir si j'ai le temps de vous présenter quelques pratiques. Et puis aussi, j'ai quelques suggestions de lecture aussi sur le sujet que je pense que peuvent vous inspirer. Alors, donc, je vous présente assez rapidement qui je suis, mon projet de thèse. Donc, comme ça a été dit, je suis Rosa Maria Bortolacci. Je suis en 4e année de thèse en sciences de l'éducation à Cergy par université. Ma thèse, elle est dirigée par Benjamin Moignard, donc la même personne qui a fait l'enquête avec moi. Et du coup, ma thèse, comme je vous ai dit, elle porte sur le sujet des usages du numérique et plus spécifiquement les usages des réseaux sociaux numériques en prévention spécialisée. Donc, ma problématique de thèse, je vais vous la présenter. Je me demande à la fois dans quelle mesure les jeunes accompagnés, donc là je suis vraiment avec les jeunes accompagnés par la prévention spécialisée, dans quelle mesure les jeunes accompagnés par la prévention spécialisée s'approprient des réseaux sociaux numériques et comment ils articulent leurs utilisations des réseaux sociaux numériques dans leurs interactions dans le quartier, dans la cité, avec la famille, avec les amis. Et je me demande aussi comment ces sociabilités juvéniles, donc comment les sociabilités digitales juvéniles des jeunes vont influencer ensuite le rapport éducatif et la relation entre l'éducateur, l'éducatrice et les jeunes. Donc vous voyez que dans ma thématique de thèse, j'ai 3 thématiques principales. Donc la thématique de la prévention spécialisée, la thématique du numérique et la thématique de la jeunesse. Donc, pourquoi j'ai choisi de travailler sur ces trois thématiques? Donc, il y a 12 raisons principales que je vais vous évoquer avant qu'on entre dans le sujet de cet après-midi. Le premier, c'est que je pense qu'aujourd'hui, et vous allez me dire, il y a un enjeu assez important dans le travail social en général, de travailler autour d'une certaines formes de théorie du numérique en travail social. Aujourd'hui, on a beaucoup de brouillage, des avis personnels qui se mêlent avec des avis scientifiques qui nous empêchent d'avoir une discussion critique et sérieuse sur la place du numérique dans le travail social. Donc, je pense qu'il est temps qu'on commence à réfléchir et à définir effectivement quel va être notre périmètre d'action face au numérique qui arrive et face notamment aux usages des réseaux sociaux numériques. Parce que quand on dit le mot numérique, il y a à la fois des logiciels, des ordinateurs, on peut penser à tout et n'importe quoi. Et là, je pense qu'il y a une vraie question à répondre, qui est la question des réseaux sociaux numériques.
Le second gros travail que nous avons à faire, et là encore, j'aimerais bien avoir votre avis après, c'est qu'il y a un gros enjeu à faire des études sur les usages numériques des jeunes des quartiers populaires. Là encore, aujourd'hui, les enquêtes sociologiques qui existent, elles sont très portées sur la catégorie jeunesse, mais de manière très, très générale, et elles parlent assez souvent de la catégorie adolescente. Or, on sait très bien que quand on travaille avec la jeunesse populaire, hein, les jeunesses des quartiers populaires, il y a plusieurs autres catégories sociales qui doivent être articulées au moment de comprendre les usages numériques des jeunes. La catégorie de l'âge, du genre, de la race, de la religion, enfin. Donc, je pense que le fait que je suis dans le champ de la prévention spécialisée et que j'interagis avec des jeunes des quartiers populaires est une opportunité justement pour faire un point sur les usages numériques des jeunes des quartiers populaires. Mais ça, c'est ce que je fais dans le travail de ma thèse. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas forcément de travailler sur les usages numériques des jeunes. Ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faudrait penser à une journée dédiée à parler de ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler plutôt de ce que le numérique fait dans vos pratiques professionnelles et quelles sont vos interrogations face à l'arrivée du numérique et aussi, plus spécifiquement, face à l'arrivée des réseaux sociaux numériques. Alors, donc je vous présente le contexte de la recherche Jeunes, réseaux sociaux et prévention spécialisée, donc la recherche JISPREV, donc qui a été réalisée et qui est détaillée dans le rapport que je vous ai présenté au début. Donc, cette recherche elle a été commanditée par le département de la Seine-Saint-Denis, plus spécifiquement par la mission métropolitaine de prévention et conduite à risque, qui travaille de près avec les 8 associations de prévention spécialisées du territoire. Elle nous a été commanditée en 2018 et elle a été rendue en 2021. Cette recherche, elle est née quand, à l'époque, vous voyez bien, on était en 2018, il y en avait de plus en plus des jeunes qui avaient des smartphones et qui utilisaient de plus en plus les réseaux sociaux numériques à l'époque, notamment Snapchat, et qui commençaient à avoir des problèmes à la fois sous les réseaux sociaux numériques, mais qui commençaient aussi à exposer leurs problèmes des réseaux sociaux dans leurs interactions dans la rue. Donc les éducateurs et éducatrices face à ces problématiques qui arrivaient quotidiennement dans leur travail, ils ont commencé à demander à cette époque à leur direction de trouver des réponses. Non, nous, on a besoin de réponses. Qu'est-ce qu'on fait quand un jeune organise une rixe sur les réseaux sociaux et qu'on n'est pas dedans? Qu'est-ce qu'on fait quand les jeunes ils commencent à se disputer à la rue à cause de quelque chose qui a été dit dans un commentaire par-ci, par-là? Donc, en demandant aux directions des réponses à cette question, leur direction nous ont sollicité en tant que chercheurs pour faire un état des lieux, non seulement des pratiques numériques des jeunes, mais aussi faire un état des lieux des pratiques numériques des professionnels. Parce qu'on savait déjà à l'époque, et que c'était un peu, je pense que c'est un peu le cas ici, il y en a des pratiques, il y a beaucoup d'éducateurs qui se sont déjà lancés, qui s'étaient déjà lancés à l'époque dans les usages numériques, mais qui n'étaient pas forcément cadrés par leur chef de service ou par leur direction. Donc, nous, notre objectif, c'était aussi d'essayer de repérer et de rassembler ces pratiques un peu qui gravitaient chez certains professionnels. Donc, pour faire ce travail, on a travaillé avec les 8 associations de prévention spécialisées. On a été très présents sur 22 locaux d'intervention sur 27 de la PREV de la Seine-Saint-Denis. On a travaillé avec 10 éducateurs, facilitateurs, facilitatrices, donc c'est-à-dire des éducateurs avec qui on a travaillé de très très près et qui nous mettaient en lien à la fois avec leurs collègues, mais aussi à la fois avec les jeunes, parce qu'on a interrogé des jeunes aussi. Et on a organisé notre enquête sur 5 phases de terrain. Donc, dans une première phase, on a réalisé des entretiens individuels à destination des éducateurs, c'est-à-dire qu'on a rencontré les éducateurs et on leur a posé des questions par rapport à leurs usages numériques, par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient dans cette pratique. Ensuite, on a élaboré un questionnaire inédit qui visait justement, qui a été construit pour ces éducateurs-là. Et ces questionnaires, ils visaient justement repérer les usages numériques des éducateurs et éducatrices, mais aussi leurs avis sur le numérique. Donc, ces questionnaires, il a été répondu par 122 éducateurs, ce qui correspondait à l'époque à 60% des professionnels du territoire.
On a organisé aussi ce qu'on appelle en sociologie des observations répétées, donc c'est-à-dire qu'on a été très très présent et on a regardé de très très près la pratique des professionnels des 3 associations en particulier. Et finalement, on a réalisé des entretiens focus group avec des jeunes adolescents de 12 à 15 ans. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi vous n'avez pas interrogé les jeunes plus adultes alors que la prévention spécialisée, elle va jusqu'à 25 ans? Parce que finalement, on n'a pas pu, dans le temps d'enquête, aller plus loin que ça. Donc, on a préféré de cibler que les jeunes adolescents. Mais dans le cadre de ma thèse, par exemple, j'ai l'intérêt, ce que je fais, c'est que j'interroge aussi des jeunes adultes. Donc, maintenant, je vais commencer à vous présenter les résultats principaux du rapport. Et là, vous allez voir qu'on va croiser à la fois les résultats du questionnaire, donc à la fois des résultats quantitatifs, mais aussi des résultats qualitatifs. Donc, c'est-à-dire que je vais plutôt vous présenter des extraits d'entretien d'un certain nombre d'éducateurs par rapport au sujet du numérique et des réseaux sociaux. Alors, quand on a élaboré notre questionnaire, on a aussi élaboré ce qu'on appelle un indice d'usage. C'est-à-dire quoi, un indice d'usage? C'est-à-dire qu'on a essayé d'élaborer un certain nombre de questions qui étaient en mesure de nous faire comprendre quels étaient les usages numériques des éducateurs et éducatrices. Donc, on a posé des questions à la fois sur quels outils ils utilisaient, donc téléphone, ordinateur, smartphone, fax ou autres, mais aussi on a posé des questions par rapport aux réseaux sociaux que ces professionnels pouvaient utiliser dans le cadre du travail d'accompagnement. Donc, on a posé des questions par rapport aux réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok, Ozparty à l'époque était un peu à la mode. Et on a aussi posé des questions sur l'intensité. Est-ce que vous utilisez souvent, pas très souvent, parfois, jamais? Et donc, à partir des réponses des éducateurs, on a élaboré un indice. Et cet indice nous montre donc qu'il y a des usages du numérique qui sont très réduits. Il y a des éducateurs qui ont des usages modérés et des éducateurs qui ont des usages courants. Si on regarde les chiffres que je vous montre dans ce premier tableau, on voit qu'il y a quand même 71% des éducateurs et éducatrices qui ont des usages numériques. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tendance à accepter et à intégrer le numérique dans les pratiques professionnelles. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ces usages sont très fragmentés. On est quand même à 39% qui n'ont pas d'usage, 35% qui ont des usages modérés et 26% qui ont des usages courants. Donc oui, certes, les éducateurs et éducatrices sont ouverts à la question, se posent des questions sur le numérique, essayent de l'intégrer quand même dans certains moments, mais c'est très mitigé, c'est très partagé, ils ne savent pas trop comment faire, et du coup, le fait de ne pas savoir comment faire fait qu'on a des fragmentations dans les usages et des usages différenciés. Donc, pour essayer de comprendre justement comment cette fragmentation, c'est là qu'on a dit, on va essayer d'élaborer des typologies qui puissent justement traduire ces interrogations. Et donc, on est arrivé à 3 typologies. La typologie des éducateurs indécis, attentifs, militants du 2.0 et les éducateurs réfractaires. Donc, je vais vous expliquer assez rapidement chacune de ces typologies et ensuite, on va les voir dans les détails. Les éducateurs indécis, ils pensent qu'il y a un vrai enjeu en termes du numérique, mais ils se posent beaucoup de questions. Et le fait qu'ils se posent beaucoup de questions et qu'ils ont un sentiment d'enjeu fort fait qu'ils se disent « oui, c'est important, mais je ne vais pas y aller tant que je n'ai pas de réponse de mon hiérarchie ». Donc, ils ne vont pas. Les éducateurs attentifs, ils ont aussi ce même sentiment d'enjeu comme les éducateurs attentifs, mais ils se disent que c'est quand même nécessaire d'y aller, donc je vais tenter. Je vais créer un compte réseaux sociaux, je vais utiliser timidement, je vais utiliser pour transmettre une information ou autre, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais essayer, je vais voir jusqu'où je peux y aller. Donc, ils sont attentifs, ils sont tout le temps en train de réfléchir à leur pratique au même moment qu'ils essayent quand même. Et c'est justement la peur de faire une erreur et après, justement, être mis à porte-feu qui fait qu'ils sont dans cet état d'attention constante. Les militants 2.0, donc vous voyez bien, le nom le dit déjà, c'est des éducateurs qui sont à fond. Ils ont déjà construit leurs propres règles même d'utilisation numérique. Ils communiquent avec les jeunes sous les réseaux et on peut leur dire ce qu'on veut. Ils croient vraiment que c'est un outil nécessaire en prévention spécialisée.
Et les réfractaires, c'est justement à l'opposé de toutes les autres typologies, c'est-à-dire que ce sont des éducateurs qui vont refuser toute forme d'utilisation, non seulement de réseaux sociaux numériques, mais aussi des outils numériques. Pour eux, le travail de la prévention se fait à la rue, en face à face. Il n'y en a pas des échanges qui peuvent se passer en dehors de ce cadre-là. Alors, donc maintenant, je vais vous présenter dans les détails chacune des typologies. Donc pour chaque typologie, j'ai fait en sorte quand même de séparer un extrait d'entretien d'une éducatrice et d'un éducateur. Et bien évidemment, comme toute recherche scientifique, ces entretiens, ils sont anonymes. Donc comme je vous ai dit, on a tout d'abord les éducateurs indécis. Ils n'utilisent pas les réseaux sociaux numériques, ils ont envie de le faire, il y a un sentiment d'enjeu fort sur le numérique, mais ils se posent beaucoup de questions sur les usages et les risques personnels encourus. Par exemple, ils vont se poser des questions par rapport à l'attente à la vie privée. Qu'est-ce que je fais si un jeune voit mes informations personnelles sur mon compte réseaux sociaux professionnels? Est-ce que quand je suis avec les jeunes en séjour et que je prenne des photos des jeunes, est-ce que j'ai le droit de les publier ou de les envoyer par message, etc. Ils se posent des questions. Est-ce que je dois avoir un compte professionnel collectif? Est-ce que je dois avoir un compte professionnel réseaux sociaux individuel, en binôme, avec mon collègue avec qui je fais le travail de rue? Ils ne savent pas comment faire. Ils se posent des questions par rapport à l'extension des temps et des heures de travail. Est-ce que quand je suis à la maison, je dois utiliser mon téléphone perso ou professionnel pour parler avec les jeunes sur les réseaux sociaux? Il faut savoir que dans le territoire d'intervention auquel je travaillais, donc en Seine-Saint-Denis, il y avait encore beaucoup d'associations qui ne disposaient pas des bons smartphones. C'était des smartphones, certes, c'était des smartphones, mais qui avaient très peu de mémoire. Et du coup, les éducateurs ne pouvaient pas télécharger différents réseaux sociaux sur le même téléphone. Et du coup, face à cette problématique technique, ils étaient obligés de passer au téléphone personnel. Et du coup, comment on fait si j'ai un compte Snapchat professionnel sur mon téléphone perso? Comment je gère ça? Est-ce que le soir, comment je fais pour ne pas être appelé, notifié, ne pas recevoir de messages? Ou même si un jeune m'appelle, m'envoie un Snap à 22h, qu'est-ce que je fais? Il se pose aussi des questions en termes des enjeux de temporalité et de professionnalité. À quelle heure je me connecte? Est-ce que quand j'arrive au bureau, je vais dans un coin du bureau? Est-ce que quand j'arrive dans l'association, je vais dans un coin du bureau pour snapper avec les jeunes? Et mes collègues qui passent, ils vont dire quoi? Que je fais rien, que je suis sur le téléphone comme ça. Il se pose des questions aussi en termes de professionnalité. Est-ce que maintenant je suis un promeneur du net? Ou est-ce que je suis un éducateur virtuel? Et dans ce cas-là, quelle est ma différence entre un promeneur du net? Quelle est la différence entre moi et un médiateur numérique? Ils savent pas, ils n'ont pas de réponse par rapport à ça. Ils se posent aussi des enjeux en termes d'usage. Pour quels usages? Pourquoi j'utilise les réseaux sociaux numériques? Pour transmettre une information? Est-ce que j'utilise pour surveiller des jeunes qui ont des conduites à risque et que je sais qu'ils potentiellement vont publier des choses qui, normalement, il ne faut pas le faire sur leurs réseaux sociaux? Est-ce que j'ai le droit de parler avec des jeunes qui j'accompagne et qui sont en prison et qui me contactent justement par Snap? Est-ce que je peux parler avec eux sur Snapchat? Est-ce que je peux entamer une relation plus subjective avec un certain nombre de jeunes, prendre des nouvelles, envoyer des messages, des messages plus sentimentaux? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc, vous voyez, il y a plein de questions. On peut passer toute l'après-midi à discuter de ces questions-là. Mais c'est toutes ces interrogations qui fait qu'ils disent, finalement, j'y vais pas. Tant que j'ai pas de réponse, j'y vais pas. Donc, pour essayer d'illustrer les indécis, j'ai séparé 12 extraits d'entretien. Amina, 36 ans, structure C, et Amidou, 29 ans, structure F. Je vais lire les 12 extraits d'entretien. Souvent, j'ai toujours un collègue homme à côté de moi qui peut faire le travail avec moi, mais là, je suis tout seul. Donc, je vais essayer de vous lire les deux. Amina, 36 ans, structure C. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui me pose problème. Comment je fais si je tombe à 22h30 sur un snap des petits qui je suis et qui vont aller se taper dessus? Ou qui, s'ils fument, en train de menacer ceux d'un autre quartier ou quelque chose comme ça. Je peux pas juste me dire, il est 22h30, c'est plus mon taf. Je fais comment? Parce que ça, typiquement, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Le petit qui va se battre avec un autre quartier, il ne m'appelle pas avant. Mais là, je le sais. Amidou, 29 ans, structure F. Le problème pour moi, avec le numérique, les réseaux, tout ça, c'est qu'à la fois, c'est indispensable qu'on s'y mette, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont comme ça.
Ils sont sur l'hôtel H24 et ils sont comme ça. Ils pensent au réseau, like, follower et compagnie. Donc, OK, il faut s'adapter. Et l'un des enjeux de la preuve, c'est de s'adapter. Mais à la fois, du coup, ça s'arrête quand? C'est quand qu'on peut dire stop. C'est ça le problème, moi, je dis. C'est compliqué de dire, moi, j'utilise Snap aux horaires de bureau. C'est pas réaliste, je crois. Alors, ensuite, nous avons les attentives. Donc, comme je vous ai dit, les attentives, ils ont aussi ces sentiments d'enjeu, de vrais enjeux. Ils se disent que c'est vraiment nécessaire d'utiliser les réseaux sociaux numériques. Et donc, c'est ces sentiments-là qui fait qu'ils se lancent quand même. Par contre, le fait qu'il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de réponse, notamment de la hiérarchie par rapport à ces usages, fait qu'ils vont aller très timidement. Parfois, ils ne vont même pas dire à leur chef de service et à leurs collègues. Donc, ils attendent qu'il y ait des moments des échanges, des moments de discussion pour pouvoir, si j'ose dire, assumer leurs pratiques numériques. Dans le discours de ces éducateurs, on va souvent trouver des phrases du type il y a vraiment un enjeu à faire évoluer les pratiques, il faut qu'on commence à changer notre manière de travailler, on a besoin d'être formé non seulement sur les outils numériques, mais aussi sur les enjeux éthiques et déontologiques en prévention spécialisée, mais on doit aussi être formé sur les usages des jeunes. Enfin, donc, ils sont aussi des éducateurs qui sont assez exigeants, qui vont exiger des espaces de formation à leur hiérarchie et qui vont essayer aussi de poser la question dans l'équipe, avec les collègues, mais qui sont très timides dans ce qu'ils font. Et donc, encore une fois, j'ai 12 extraits d'entretien de deux professionnels, Alex, 32 ans, structure B, et Mina, 35 ans, structure D, qui traduisent du coup l'état des attentives. De toute manière, moi je pense, mais je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là, que le net et les réseaux, aujourd'hui, c'est obligé. Je pense que vu comme les jeunes sont dessus, nous, on est obligés d'y aller. C'est comme le truc qu'on dirait dans notre secteur, on ne va pas au bâtiment A ou au bâtiment D parce que ce n'est pas notre secteur. Ben non, en fait, on ne peut pas dire ça. Enfin, moi, je crois que nous, les éduques, dans la preuve, en tout cas, moi, je crois, on va partout où les jeunes sont susceptibles d'être accompagnés. Donc aussi le net, quoi. Après, je ne crois pas que c'est que le net. Ça, moi, j'y crois pas, genre, on est qu'en ligne et tout. J'y crois pas. Parce qu'il n'y a pas de relation, tu vois. Il n'y a pas le lien comme dans le face-à-face. Mais il faut y aller. Mais je ne sais pas comment après. Mina, 35 ans, structure D. Moi, mon problème avec les réseaux et tout ça, c'est qu'on a bien vu, en fait. Tu vois, nous ici, si tu regardes, il n'y en a pas un qui fait pareil, en fait. Il y en a des pour, il y en a des contre, mais on n'a pas bien posé le truc, en fait. Chacun fait sa sauce, et moi, je pense que c'est pas bon, ça. Parce qu'on n'est pas cohérent sur la question, en fait. Tu vois, on dit, on doit être cohérent dans l'équipe, tenir un discours commun pour les jeunes et tout ça. Mais sur ça, typiquement, on n'a pas de cadre clair. Moi, j'ai une Snap Pro, mais j'ai des collègues qui Snap avec leur Snap perso. Et d'autres, ils savent même pas ce que c'est. Mais on n'en parle pas, on reste là à regarder le truc avancer et on n'est pas ensemble. Alors, les militants 12.0, donc le nom, il le dit déjà, ils sont très engagés dans les pratiques numériques. Ils vont même créer leurs propres règles d'usage. De ce fait, ils ont fait des réseaux sociaux numériques et des outils numériques un outil non exclusif, mais très, très important dans le quotidien. Ce sont aussi des éducateurs qui veulent diffuser leurs pratiques, donc ils sont toujours avec leur téléphone. Dans les réunions, dans les réunions d'équipe, ils vont toujours faire revenir le sujet des réseaux sociaux. Ils vont parfois être identifiés dans certaines associations comme l'éducateur réseau, c'est-à-dire quand on arrive dans l'ASSE, ils nous disent déjà si vous voulez parler de réseaux sociaux, c'est avec un tel collègue qu'il faut parler. Ils ont un enjeu très fort en termes de compétences. Ils ont un discours très fort en termes de compétences professionnelles, c'est-à-dire qu'ils se disent l'usage des réseaux sociaux, l'usage du numérique est une nouvelle compétence professionnelle des éducateurs. Il faut avoir cette compétence. Il y a une affirmation aussi d'obligation d'adaptation aux jeunes, c'est-à-dire qu'ils vont mettre toujours en avant le fait qu'on fait ça pour les jeunes. Les jeunes sont sur les réseaux, donc nous, on doit y être. Parfois même de manière assez caricaturelle. Parfois, ils vont caricaturer les pratiques numériques des jeunes en disant les jeunes sont tout le temps sur le téléphone, nous, on doit y être, même si ce n'est pas souvent le cas.
Il y a aussi des moments de tension. Parfois, ces éducateurs, ils sont en tension avec les autres collègues, justement du fait qu'ils soient parfois trop imposants dans leur pratique, fait qu'ils peuvent déranger les autres collègues qui sont plus timides sous la question. Alors, donc, on va encore aux extraits d'entretien. Hein. Donc, Hassan, structure C, 42 ans, et Adèle, structure E, 29 ans. Donc, Hassan, moi, j'ai des débats avec les collègues ici sur ça, les réseaux sociaux. Mais moi, je dis, c'est l'avenir. On ne peut pas faire ça, en fait. C'est les jeunes qui nous dictent ça. Il faut qu'on s'adapte. Je ne vois pas franchement comment on fait avec les jeunes d'aujourd'hui sans ça. Moi, je l'utilise tout le temps. J'ai Snap pour les rendez-vous, pour les contacts, pour savoir où ils sont et tout. C'est comme ça. C'est comme ça que j'avance, en fait. Je gagne du temps et même je gagne en crédibilité auprès des jeunes. Pourtant, au début, je ramais, mais maintenant, je m'en passe plus. Adèle, structure E, 29 ans. Les réseaux sociaux, surtout, c'est ça avec les jeunes. Et encore plus les plus jeunes, j'ai envie de dire. Ils sont là-dessus tout le temps. Et nous, on va faire quoi? On va faire la morale et les vieux cons à dire que c'est pas bien? Ben non, c'est à nous de nous adapter, pas à eux. Donc, les réseaux, moi, je pense que ça devient une compétence professionnelle. Que si on n'est pas en tant qu'éduc, on passe à côté d'une grosse partie du boulot. Alors, dans mes relectures pour venir ici aujourd'hui, j'ai trouvé un autre extrait d'entretien que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit pourquoi pas le présenter aujourd'hui. Je pense qu'il est assez polémique même, et je vais le mettre ici, et vous allez peut-être me dire après ce que vous en pensez. C'est aussi dans la même logique des militants 2.0. C'est Emmanuel, structure et 35 ans. Moi, je suis un peu radicale, mais quand même, aujourd'hui, un éduc qui ne connaît rien au réseau, il passe à côté des trucs. C'est pas pour pister les jeunes ou les fliquer, comme certains disent, mais c'est leur vie le numérique. Et nous, on va faire les dinosaures à la base de je ne sais pas ce que c'est. Non, mais sérieux, c'est la base maintenant. C'est une question de crédibilité. Il faut être crédible en tant qu'éduc, en fait. Et franchement, moi je dis, se passer de ça, c'est limite une faute professionnelle. On est en 2020, on est là tous avec nous tel et tout, et on passe à côté de ça. Moi je dis, faute professionnelle. Alors, est-ce que c'est une faute professionnelle? On va peut-être répondre à la question après. Finalement, il y a les réfractaires. Donc, c'est polémique, hein, je savais que c'était un bon choix. Les polémiques, ils considèrent... les réfractaires... Les réfractaires, ils considèrent que les pratiques numériques des jeunes ne sont pas un sujet. Donc, comme je vous ai dit, ils considèrent que la place des éducateurs n'est pas sur les réseaux sociaux, n'est même pas sur le téléphone. La place des réseaux sociaux, la place des éducateurs, est à la rue, en face à face avec les jeunes. Donc, ils vont considérer même que l'usage du numérique, elle va en opposition à la relation éducative. Ce n'est pas possible d'avoir une relation éducative sous le virtuel, alors que les principes de la profession spécialisée, le principe de la relation éducative en profession spécialisée, il est basé dans le contact physique, en face à face, en porte à porte. À titre de curiosité, on a eu dans ces départements un certain nombre d'associations ou même de directions ou de chefs de services qui, sur la base de cette idée de ne pas mêler ce qui est du virtuel dans la profession spécialisée, ont interdit toute forme d'usage des réseaux sociaux numériques dans leurs équipes. C'est-à-dire qu'il y a des conseils d'administration qui ont fait une note de cadrage en orientant les éducateurs à ne pas utiliser les réseaux sociaux et les outils numériques. Cela ne veut pas dire que les éducateurs n'ont pas utilisé, hein, ça c'est un autre sujet, mais cela traduit plutôt une envie de certaines associations, de certains professionnels de ne pas entrer dans le débat sur les interactions numériques. Donc, j'ai encore 12 extraits d'entretien. Bastien, 42 ans, structure B, et Mouna, 33 ans, structure C. Moi, de toute façon, je vais être claire. Pour moi, c'est une mode, un truc des modes où tout devient numérique. Moi, je crois que c'est juste un moyen de regarder ailleurs. Parce que si on y réfléchit bien, eh bien, les problèmes du numérique, ils existent d'avant. Par exemple, sur l'harcèlement que je te disais, l'harcèlement de la petite là, réseau ou pas, elle aurait été harcelée, il sait tout. C'est juste que ça ne se voit plus. Mais le problème, ce n'est pas le réseau. Les éducs, ce n'est pas en étant sur les réseaux ou sur notre téléphone qu'on va résoudre le truc. La relation éducative, la responsabilisation, ce n'est pas avec le téléphone, c'est dans la vraie vie en fait. C'est la vérité. Mouna, 33 ans.
Je me méfie un peu de tous ces trucs-là, moi, en fait. J'ai des collègues qui sont à fond. Moi franchement, je suis peut-être old school, même si je suis jeune, hein, mais je ne crois pas du tout à ces outils. Il y a genre, je ne sais pas comment on pourrait dire, il y a comme une pensée magique, genre, on est dans le virtuel, on va tout résoudre comme ça. Moi, j'y crois pas et je veux pas. L'important dans le boulot, enfin, moi, je crois, hein, c'est la relation. Et on peut me raconter ce qu'on veut, mais la relation, elle ne se construit pas derrière un écran. Enfin, en tout cas, je n'y crois pas. Alors, j'ai fini les typologies et maintenant, je voulais vous présenter justement les constats en termes d'accrochage. Donc, comme je vous ai dit, dans notre questionnaire, on a essayé aussi d'analyser est-ce qu'il y a des facteurs, des catégories qui font que les éducateurs sont plus attirés ou pas par les études numériques, c'est-à-dire le sexe, l'âge, l'ancienneté ou autre. Donc, maintenant, je vais plutôt vous parler de ces facteurs d'accrochage et de décrochage. Donc, le premier, et je pense que ça va plutôt rassurer les éducateurs les plus anciens, en âge, mais aussi dans le métier, c'est qu'il n'y a pas de... le cliché générationnel qu'on entend assez souvent, les éducateurs les plus vieux ou les plus anciens sont plus réfractaires aux études numériques, ça, ces clichés-là, il est faux. Quand on a analysé les réponses de nos questionnaires, les réponses de nos éducateurs, dommage que je n'ai pas la flèche qui se montre, mais on a remarqué que c'est justement au contraire, c'est-à-dire que les éducateurs plus jeunes, ils sont plus réfractaires aux usages numériques que les éducateurs plus anciens. Bon, notre hypothèse, c'est que justement, c'est l'ancienneté et l'expérience professionnelle qui donnent plus d'assurance à ces professionnels de se lancer sur les réseaux sociaux numériques. Quand on est face à des jeunes qui ont 20, 25 ans et qui sortent d'une formation parfois assez généralisante en sciences de l'éducation, finalement, ces éducateurs-là, ces jeunes éducateurs, ils ne savent pas trop comment faire. Ils ont souvent des a priori de leurs propres usages numériques et finalement, ils refusent un petit peu d'utiliser les réseaux sociaux. Alors que les plus anciens, comme ils disent, j'ai déjà vu passer le téléphone, j'ai déjà vu passer le fax, j'ai déjà vu passer l'ordinateur, donc je suis plus à l'aise pour me lancer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une règle, mais c'est une tendance à être plus attentive chez les plus jeunes. Donc, je répète, je suis sous le secteur de la Seine-Saint-Denis. Peut-être que ce n'est pas la même chose dans d'autres départements. Quand on regarde ici dans les indices d'usage et qu'on analyse les éducateurs qui ont entre 20 et 30 ans, ils sont 55% à dire avoir un usage très réduit des outils numériques et seulement 18% à avoir des usages courants des outils numériques. Alors que quand on voit les éducateurs qui ont 40 ans et plus, ils sont 27% à avoir un usage très réduit des outils numériques et des réseaux sociaux, mais ils sont 32% à dire avoir un usage courant des outils numériques. En ce qui concerne l'ancienneté dans le métier, on est sous le même principe, hein, c'est-à-dire que les éducateurs qui ont moins de 5 ans d'ancienneté, ils sont à 39% à avoir un usage très réduit des outils numériques et 21% à avoir un usage courant, alors que quand on analyse ceux qui ont 15 ans et plus, ils sont certes 26% à avoir un usage très réduit, mais ils sont 37% à avoir un usage courant des outils numériques. Ce n'est pas une règle, vous voyez bien que les chiffres ne disent pas ça, mais ça montre quand même une tendance. Alors, le second facteur d'accrochage, il est aussi polémique, et on pourra le débattre après, c'est la question du genre. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, les éducatrices sont plus ouvertes à utiliser les réseaux sociaux numériques que les éducateurs. Donc, si on analyse nos chiffres, on voit qu'il y en a 35% des femmes qui ont des usages courants des outils numériques contre 16% des hommes. Donc, il y a quand même le double. Plusieurs raisons peuvent être expliquées à cette attirance des femmes aux réseaux sociaux numériques. La première, elle est sociologique. Si on analyse toutes les recherches qui existent aujourd'hui sur les usages numériques et le lien avec le genre, il y a, les enquêtes, elles montrent déjà que les femmes, même dans le cadre de vie personnelle, elles sont plus propices à utiliser les réseaux sociaux pour tisser des liens. Donc, il y a une hypothèse un peu essentialiste, si j'ose dire, qui serait de dire que les femmes, par cette tendance à être plus dans la logique de tisser des liens, vont être plus à l'aise à utiliser les réseaux sociaux. Donc, ça serait une thèse essentialiste. La seconde hypothèse, c'est le fait que, justement, les femmes en prévention spécialisée, et là, ce n'est pas une règle, ce n'est peut-être pas le cas ici, elles ont plus tendance à suivre des filles. C'est-à-dire que, du coup, finalement,
comme les filles sont aussi celles qui utilisent le plus, les éducatrices femmes sont obligées aussi de plus utiliser les réseaux sociaux pour accompagner les filles sur les réseaux sociaux. La troisième hypothèse, c'est le fait que les éducateurs, on discutait tout à l'heure, les éducateurs ont plus peur de discuter avec des jeunes, notamment avec des jeunes filles, sur les réseaux sociaux, par peur d'être mises en porte-à-faux du fait de discuter avec un mineur à risque sur les réseaux sociaux. Donc il y aurait peut-être un refus des éducateurs hommes de se mettre dans les réseaux sociaux pour se protéger justement des jugements. Et du coup, la quatrième hypothèse, c'est une hypothèse un peu viriliste, qui est de dire qu'il y a un refus naturel des éducateurs hommes d'utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils ont une certaine forme de besoin de se légitimer et de légitimer leur pratique par le travail dur. Et le travail dur, il se fait à la rue et pas sous les réseaux sociaux. Donc il y aurait un refus un peu militant, un peu encore dans les racines de la preuve du début historique, de se dire, nous, on est à la rue, on est avec des gars chauds, et les réseaux sociaux, c'est quelque chose de féminin, c'est prendre des nouvelles, c'est discuter, c'est être sensible, et nous, on est dans le dur, quoi. On n'est pas dans le relationnel. Donc, pour illustrer ça, j'ai séparé un extrait d'entretien de Samira, 35 ans, de l'association 4. Moi, je crois également que je ne fais pas comme mes collègues mecs avec Internet et les jeunes. Je suis plus dans une approche transversale. Les mecs, les éduques mecs, les mecs, je veux dire, ils se le racontent un peu, si je peux dire. Elles rigolent. Ils sont un peu genre machos, genre on fait de la rue, on est avec les jeunes hardcore, bref. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont dehors avec les jeunes chauds. Alors que je crois que nous, les femmes, enfin ici, elle dit le nom de son association, on est plus zen par rapport à ça, plus tranquille. Du coup, on lui pose la question. Et du coup, en quoi ça fait écho à l'utilisation des réseaux sociaux que tu évoquais ? Oui, voilà, c'est plus doux les réseaux, elle rigole. C'est plus, comment ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Tiens, je prends des petites nouvelles, je m'intéresse à toi. Et à toi, et à ce que tu fais. Et puis aussi, les filles, c'est plus calme pour elles. Pas besoin de venir au local qui est squatté par les mecs. On se parle au calme, comme elles disent. Non, je crois que c'est plus zen, Internet, et que du coup, nous, les éduques filles, on est plus dessus. Alors, il y a un dernier facteur d'accrochage, décrochage, qui revient un petit peu à la première partie où je vous parlais justement de la question de l'ancienneté et de l'âge, et que finalement, les éducateurs et les éducatrices qui sont plus diplômés, c'est-à-dire qui ont fait des études en licence ou plus, ils sont plus réfractaires aux outils numériques que les éducateurs qui ont eu une formation diplôme d'État ou ont eu une formation baccalauréat au brevet. On a posé 2 questions dans le questionnaire qui sont un peu révélatrices de cette réfraction des plus diplômés. La première question, c'était: il faut éviter l'utilisation des réseaux sociaux pour des raisons éthiques et déontologiques. Là, on voit que les éducateurs qui ont un niveau de diplôme 1 et 2, donc licence plus, master, doctorat, ils sont 33% à être tout à fait d'accord avec ça. Quand on voit le niveau 3, donc diplôme d'État et du XP, ils sont 20% à être d'accord avec ça. Et les diplômes 4 et 5, donc baccalauréat et brevet, ils sont seulement 17% à être d'accord avec ça. On a posé une autre question. D'un point de vue professionnel, l'utilisation des réseaux sociaux est utile. Et là, on voit qu'il y en a 94% des éducateurs de niveau 1 et 2, donc master et licence, qui ne sont pas d'accord avec ça. 47%, quand même presque la moitié, des éducateurs des niveaux 3 qui ne sont pas d'accord avec ça, et 36% des niveaux 3 et 4. Donc plus le diplôme diminue, si je peux dire comme ça, plus il y a plus d'ouverture. Avant de passer aux recommandations, je voulais parler des préoccupations partagées autour du numérique. C'est-à-dire que oui, face à ces fragmentations, il y a quand même un certain nombre de consensus. Et donc, je voulais vous parler un peu des consensus qui existent. Donc, le premier, c'est que les discours des directions sont cohérents avec les discours des éducateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une organisation où les directions savent très bien ce qu'il faut faire et les éducateurs ne savent pas, ou vice-versa. En gros, tout le monde est perdu, direction, chef de service et éducateur. Personne ne sait comment faire. Donc, on est tous préoccupés de la situation et on ne sait pas trop comment se positionner.
Mais ce que tout le monde dit, direction, chef de service, éducateur ou autre, c'est que le numérique, il peut arriver, mais il ne remplacera jamais le travail de rue, ni l'accompagnement éducatif en face à face. Les réseaux sociaux et les outils numériques, c'est un outil qui va servir à enrichir les relations éducatives sur plusieurs moyens, mais il ne remplacera jamais le travail qui est déjà fait. C'est ce que tous les éducateurs demandent, utilisateurs ou pas, c'est qu'il y ait une charte d'orientation, un cadrage qui soit fait au sein des équipes en fonction de chaque territoire et de chaque association, parce qu'on sait très bien qu'il y a des particularités dans les territoires, et que cette charte puisse justement rassurer celles et ceux qui souhaitent se lancer et rassurer celles et ceux qui ne vont pas se lancer dans les réseaux sociaux numériques, mais qui pourront être confrontés à des problématiques auxquelles ils n'ont pas de réponse. À ce titre, il y en a 87% de nos interrogés du questionnaire qui disent qu'ils n'ont pas été formés techniquement sur les outils numériques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été formés sur comment utiliser un réseau social, comment, je ne veux pas allumer un téléphone, mettre un code sur le téléphone, protéger ses données, etc. 80% n'ont pas été formés éthiquement, donc ça revient à ce qu'on a dit, comment on utilise dans le cadre de la prévention spécialisée, comment je transpose les anciens principes de la PREV, l'anonymat, le travail de rue, la libre adhésion aux espaces numériques. Et 81%, ils estiment que les pratiques numériques pourraient être mieux encadrées par la direction. Donc ils estiment qu'il devrait y avoir des espaces de discussion et d'échange des pratiques sur ces sujets. Donc, pour finaliser cette partie, on a fait dans notre rapport 6 recommandations aux associations de prévention spécialisées. La première recommandation que nous avons faite, ça revient à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à construire des cadres éthiques des usages dans les associations. Et ces cadres éthiques, ils doivent respecter la particularité de chaque asso. On sait que la PREV en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que la PREV à Lille. Donc il faut réfléchir aux particularités des territoires. Il faut penser aussi à mettre en place des formations sur les usages numériques des jeunes pour justement éviter les stigmatisations que je vous ai parlé au début et qui sont en lien avec ma thèse. Parce qu'on n'est pas à l'abri, nous en tant qu'éducs, même si on est hyper progressiste et qu'on veut que le bien de nos jeunes, on n'est pas à l'abri de tomber sur des discours moralistes et stigmatisants. Il faut réfléchir à la mise en place de la relation éducative en contexte numérique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye, dans ce qui existe déjà, dans les pratiques qui existent déjà, qu'on essaye un peu de cadrer ces pratiques et de les montrer et de dire, voilà, ça on peut faire, ça on peut tous faire, mais ça par contre on ne peut pas faire. Donc ça, il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit montré, il faut que ce soit échangé, partagé, démocratisé, vulgarisé. Il faut dans ce cas-là aussi envisager des modèles des usages numériques en fonction des publics. Comment je travaille avec des filles, comment je travaille avec des garçons, quelle est ma posture quand je suis en échange avec un jeune qui est en situation de détention, quelle est ma posture quand je suis en échange avec un jeune qui est en situation de prostitution. Voilà. Il faut faire des formations qui puissent aussi interroger les rapports des genres. C'est pas cette histoire les locaux sont exploités par les mecs et les femmes sont en train de parler avec les filles sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est encore, je m'en doute un petit peu de la réponse, est-ce qu'on est encore dans cette sexuation et séparation genrée de suivi éducatif? Pourquoi on est encore là? Donc, je pense que le numérique, il nous permet justement ces interrogations nous permettent de revenir sur ces questions de base. Est-ce que justement, dans ce cas-là, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas en train de renforcer les inégalités de genre, dans le sens où les femmes vont plus facilement aller sur les réseaux sociaux et être plus invisibles à la rue? Et finalement, il faut organiser des espaces de formation. Et là, on voit 3 axes de formation obligatoires. Ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Un espace de formation des usages techniques, allumer un téléphone, créer un compte réseau social, se sécuriser. Un espace de formation pour les pratiques des jeunes et un espace de formation notamment autour des cadres éthiques et déontologiques. Donc voilà, j'ai fini cette première partie et je pense qu'on peut ouvrir aux échanges. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Donc levez la main si vous souhaitez intervenir, poser des questions.
Bonjour. Bonjour. J'ai une question. C'est par rapport aux fautes d'orthographe entre les échanges entre un éducateur sur Snapchat ou sur Facebook. Est-ce qu'il peut se permettre de faire des fautes d'orthographe ou abréger, faire des abréviations? Les éducateurs faire des fautes d'orthographe? Ouais, tout à fait. Bah, écoute, moi, je pense pas que je suis la meilleure personne pour répondre à cette question, hein, parce que moi-même, je le fais. Mais je pense que ça, c'est peut-être une des choses qu'il faudrait réfléchir dans le moment d'élaborer les chartes déontologiques, c'est-à-dire quel type de langage on va utiliser en tant qu'éducateur. C'est-à-dire, est-ce qu'on va entrer même dans des abréviations au moment d'écrire, ou est-ce qu'on va se permettre d'écrire n'importe comment ou assez rapidement aux jeunes? Ou est-ce qu'on va vraiment prendre le temps de lire les messages et de les répondre tels qu'il faut? Et du coup, dans ce cas-là, peut-être qu'on sera plus attentive aux fautes d'orthographe. C'est vrai que ça revient un peu aux interrogations que je disais tout à l'heure. Si on n'a pas un moment pour travailler sur les réseaux sociaux et qu'on fait un peu à l'arrache, on allume le téléphone, on répond aux jeunes, etc., comme ça, peut-être là, on serait plus susceptible à faire des fautes d'orthographe que si on a un temps pour se poser et lire les messages des jeunes. Mais je ne pourrais pas vous dire, moi je ne peux pas vous dire comment on gère ces questions-là. Je pense que c'est plutôt même avec les directions de définir ça. Mais c'est une bonne remarque parce que je ne l'ai jamais entendu. Du coup, bonjour. Oui, voilà, j'ai une question. Nous, on utilise beaucoup des réseaux sociaux et dans cette pratique, en fait, on reçoit aussi tout ce qui est négatif, c'est-à-dire mes collègues masculins vont recevoir beaucoup de nudes, des trucs comme ça. Et nous, moi, personnellement, je vais recevoir beaucoup de l'inverse aussi. Comment se protéger, nous, en tant que professionnels, face à ce genre d'images ou de paroles, en fait, des jeunes? Voilà, justement, je pense que ça revient un peu... On va peut-être se répéter beaucoup. Je pense que déjà, le cadre qu'il y ait quelque chose de rédigé dans les associations par rapport à ça, c'est important pour vous protéger. Et je pense que c'est une des choses qui a été beaucoup évoquée par d'autres professionnels, c'est-à-dire c'est de toujours avoir un compte professionnel sur un téléphone professionnel. Voilà. Et si jamais vous êtes face à ce type de... parfois, si on reçoit ça sur un message, c'est vrai qu'on sera obligé de regarder. Mais du coup, dans ce cas-là, essayez de enregistrer ce que vous êtes arrivé et ne pas, je pense, ne pas entrer trop dans le détail de qui a envoyé ou quoi pour justement se protéger. Après, si jamais il y a quelque chose qui éclate à cause de ce nude-là, c'est pour ça que le cadre, quelque chose de posé de manière légale au sein de l'association peut vous protéger si jamais il y a quelque chose qui éclate à cause de ce nude-là. Mais je pense que le compte professionnel, pour moi, si je peux dire, mais c'est à chaque association de réfléchir, mais je pense que le compte professionnel individuel, c'est la meilleure manière de travailler. Comment? Ouais. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez juste répéter parce qu'on n'entend pas du tout sans le micro? Désolée. Merci. Je disais donc, en fait, c'est bien nos réseaux professionnels. En fait, on a bien un téléphone personnel et professionnel. Et en fait, c'est un outil pour nous, effectivement, pour atteindre les personnes qui sont, on va dire, invisibles et qui ne vont pas sortir de chez eux et tout ça. Donc, c'est un très bon outil pour nous. Mais d'un autre côté, ça ramène aussi tout ce qui est négatif, notamment, comme je disais, des jeunes qui vont nous envoyer ce genre de photos ou même ça peut être des textes... ça peut être des insultes, ça peut être ce genre de choses. Mais quand on ajoute, par exemple, là je vais prendre Snapchat, quand on ajoute un jeune, on se dit que c'est pour créer un lien. On ne sait pas en avance ce qu'ils vont nous envoyer en fait. Mais bon, on essaie, oui. Ma question c'était vraiment comment se protéger, même avec un téléphone professionnel, parce que c'est quand même assez récurrent. Ouais. De recevoir ça. Après ça, c'est vrai que du coup, on peut pas, comment dire, en avance savoir ce qu'on va recevoir. Mais je pense que peut-être la réponse, elle est dans ce qu'on avait dit, les espaces de discussion au sein des équipes.
Je pense qu'à partir du moment que vous avez un espace au sein de votre association et dans les réunions pour discuter de ça et de ce que vous arrive, peut-être que ça va être en moins plus soulageant de vivre ce type de situation. Mais après, il y a par exemple des éduques qui me disaient qu'ils mettaient en place avant d'ajouter le jeune, ils discutaient avec le jeune, ils disaient, écoute, moi je vais t'ajouter sur mon réseau, mais par contre, il faut que tu saches que jamais je vais regarder tes historiques parce que je n'ai pas envie d'entrer dans ton intimité, mais je veux aussi que tu me respectes et que tu ne m'envoies pas un certain nombre de choses qui peuvent attendre à ma personne. Tu sais, je suis un éducateur, je ne peux pas être dans... Donc il y avait un pré-contrat avant de s'ajouter. Peut-être c'est une idée, c'est ce qu'il disait. Et voilà, c'était parlé oralement avant qu'il passe au réseau, quoi. Bonjour, merci. Merci d'avoir organisé cet après-midi parce que cette question est récurrente. Alors moi, je suis responsable qualité, développement et déléguée à la protection des données personnelles pour une association en protection de l'enfance. Nous avons un gros réseau de prévention spécialisée sur le Douaisis-Cambrésis. J'ai des collègues qui sont là dans la salle. Il y a un nouvel acteur maintenant qui va se développer aussi dans les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est qu'on est soumis à la mise en conformité avec le RGPD. On est dans l'obligation d'avoir une bonne gestion des données personnelles des personnes accompagnées. Et quoi qu'on en dise, en prévention spécialisée, on a énormément de données personnelles qu'on traite, même si on est sous le régime de la liberté d'adhésion et de l'anonymat, dès qu'on attaque l'accompagnement, on collecte, on recense énormément de données. Il y a énormément de données personnelles qui se partagent via les réseaux sociaux. Alors, voilà, donc j'en profite pour vous dire que dans les années à venir, je pense que l'ensemble des services de prévention spécialisés auront un délégué à la protection des données personnelles. Nous, on y travaille de façon un peu intelligente et je suis ravie de vous écouter parce qu'on a recensé, fait un diagnostic des pratiques aussi pour accompagner au mieux les équipes de prévention spécialisées parce qu'en fait... moi, je reconnais complètement mes collègues dans les typologies d'utilisation. On est un peu démunis aussi face aux formations à mettre en place, que ce soit en maison d'enfants ou en prévention spécialisée. On observe bien la question de la responsabilité, jusqu'où je peux aller, comment je l'utilise, quels outils, quand ça s'arrête, le droit à la déconnexion. Donc il y a ces enjeux-là aussi qui sont très forts et voilà. Donc la solution, elle doit se trouver dans l'échange, dans le partage. Il n'y a pas de solution toute faite et on doit commencer à capitaliser les bonnes expériences pour pouvoir répondre au mieux à la fois aux enjeux réglementaires de contexte, mais aussi faire en sorte que les outils numériques soient un outil d'intervention considéré à part entière et comme une réelle pratique éducative. Voilà. Oui, merci. On a dans la journée de la KNAP, après mon intervention, c'était justement un responsable de la RGPD, de la CNIL, comment ça s'appelait, de la CNIL, donc le Centre national de numérique, informatique et liberté. Donc justement où il a fait un... Après, je peux vous envoyer, peut-être, je pense qu'on était tous très intéressés sur son intervention parce que justement, il a mis la RGPD à notre faveur. C'est-à-dire qu'il l'a expliqué d'une manière à ce qu'elle soit utile à la protection des éducateurs et éducatrices. Donc, il y a eu vraiment une réflexion pratique sur comment respecter les usages numériques et aussi la captation des données des jeunes en respectant le cadre réglementaire de la RGPD. Donc, on peut faire ça. C'est vrai que du coup, mais dans ce cas-là, moi, je pense que je suis plutôt d'accord avec vous. Il faudrait peut-être repenser à un référent numérique, quelqu'un qui soit en capacité d'apporter des réponses techniques à ça. Ça devient une obligation. Ouais. Ah ouais. En fait, c'est une obligation pour les organisations sociales et médico-sociales de mettre en place cette conformité et de nommer un délégué à la protection des données personnelles, puisque nous sommes
des structures qui collectons énormément de données dites sensibles. Une fois que vous menez un dossier, quid du devenir du dossier? Combien de temps on garde ces dossiers en prévention spécialisée? Voilà, et pourquoi les garder? Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui doivent se poser aussi bien pour nos dossiers papier que pour les dossiers numériques. Et quid aussi de la conservation des conversations qu'on a sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et donc, voilà, c'est en tous les cas, le délégué à la protection des données personnelles, il est là aussi pour accompagner les équipes à à les protéger aussi quand on a une perte, une violation de données ou des données sensibles qui disparaissent, qui sont perdues, etc. On a une obligation de signalement auprès de la CNIL, justement. Voilà. Donc oui, j'avais bien vu le programme de la journée. J'étais en congé, mais je veux bien récupérer le support. Oui. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis administratrice à Horizon 9, qui est une association de prévention spécialisée sur Roubaix ou être l'OM. Nous, en tout cas, au niveau de l'association, on a commencé à beaucoup parler finalement des outils numériques en 2020, au moment des confinements. Et je pense que c'est au moment de cette période du Covid qu'on s'est rendu compte que l'aller vers devenait compliqué, puisqu'il y avait des réductions du mouvement. Et finalement, grâce aux outils numériques, on pouvait garder le lien avec des jeunes qui seraient peut-être restés très isolés, alors avec des jeunes, mais aussi des familles. Donc je pense les éducateurs ont beaucoup travaillé avec ces outils à ce moment-là. Après, on bénéficie aussi sur la métropole d'un outil qui est intéressant, c'est la maison des ados, qui est une structure qui est assez spécialisée sur l'accompagnement justement autour des outils numériques qui s'adressent aussi bien aux jeunes, aux familles qu'aux professionnels. Merci pour votre témoignage. C'est vrai que quand j'ai fait mon enquête aussi, on a commencé en 2018, donc on a été confronté à la Covid et finalement on a interrogé les éducateurs pendant la période de la Covid. Et c'est vrai que la Covid, c'était un moment déclencheur. Beaucoup d'éducateurs qui étaient indécis, ils se sont dit maintenant, je ne peux pas continuer à me poser des questions, il faut que j'y aille. Par contre, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, les réfractaires, eux, par contre, du coup, ils se sont dit, c'est maintenant qu'on on va que faire des dérogations et on ne passera pas par les réseaux. Donc, vous voyez, finalement, ça peut servir à ouvrir des portes, mais aussi à enfermer. Je pense que pendant la Covid, non seulement on a pu, vous avez bien dit, apporter un soutien en termes de communication. On pouvait communiquer avec les jeunes, ensuite les relayer avec une association ou autre, téléphoner, parler avec le collège, etc. Mais je pense aussi, c'est ce que j'ai entendu des éducateurs, qu'il y a eu beaucoup de soutien psychologique. Dans le sens, comment tu vas? On fait une live, on fait une vidéo, on fait un appel vidéo collectif, on s'envoie des messages, on fait un petit atelier cuisine, on se montre nos plaques, etc. Donc il y a eu beaucoup aussi des moments, je dirais, assez sentimentaux et qui ont été importants pour les jeunes et qui ont eu des effets après la retour à la normale. C'est-à-dire que quand les jeunes sont retournés dans le quartier, la première chose qu'ils ont fait, c'était de rechercher ces éducateurs avec qui ils ont maintenu un contact plus important sur les réseaux sociaux. Bonjour, merci beaucoup. Siam, je suis chargée de projet au sein des clubs de prévention Avance, donc sur Villeneuve d'Ascq et Azimut, sur Mont-Saint-Barreul. Déjà, merci beaucoup parce que c'est très intéressant et ça fait parfaitement écho à nos préoccupations d'équipe. On en parle très très souvent en équipe, de manière informelle ou formelle. Ça rejoint un petit peu les questions au préalable, mais je voulais savoir si vous avez mené une étude particulière, spécifique sur l'impact du Covid, de la crise sanitaire, sur l'usage du numérique en prévention spécialisée. Est-ce qu'il y a eu un bond à ce moment-là ou pas forcément? Parce que nous, au niveau d'Avancée Azimut, c'est vrai qu'il y a eu un vrai développement de cette communication digitale, de l'usage du numérique à partir de la Covid, de la crise sanitaire et des confinements successifs. Oui. Merci beaucoup. Du coup, ça va un petit peu de ce que j'ai dit. Effectivement, on a eu des éducateurs qui étaient très attentifs et qui, du coup, finalement, se sont dit il faut qu'on y aille, on n'a pas le choix. Après, je pense que le plus important dans cette réflexion, c'est que finalement, toutes ces peurs, tous ces tabous qu'on a autour des réseaux sociaux, qu'on se dit à la fois, oh là là, c'est hyper dangereux, on n'y va pas. Je pense que ça leur a permis de tester et de voir que finalement, on peut y aller
Et si on fait avec beaucoup d'attention et beaucoup de prudence, on peut avoir un usage sain des réseaux sociaux numériques. Donc, je pense que ça, c'est une leçon. Il y a un article qui va sortir en 2023, je vous ferai justement suivre, sur ce travail que nous avons fait. Parce que ça, ce n'est pas dans le rapport, c'est une étude que j'ai fait à part, parce que j'ai interrogé une vingtaine d'éducs. Et en 2023, il va sortir et je montre justement surtout cette question de la relation subjective et qui a pu s'établir avec les jeunes pendant la période de la Covid. Oui. Moi, je voudrais partager une réflexion en tant qu'employeur. Slimane Kadri, directeur général de l'association Itinéraire, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions dans l'usage du numérique et j'ai l'impression que parfois on se repose des questions qu'on a déjà réglées. Par exemple, vous évoquiez à juste titre, c'est des questions récurrentes sur la question de elle est où la limite, par exemple, sur le temps de travail. J'ai envie de dire, moi, en tant qu'employeur, sur le temps de travail, les limites, elles existent, quoi. Voilà. Alors après, on les applique quand on fait du travail de rue, on les applique quand on fait de l'accompagnement individuel, on les applique quand on fait des actions collectives. Il faut qu'on les applique quand on utilise des outils numériques, quoi. Parce que la législation du travail, elle va pas changer. Et donc, voilà, on est soumis à un horaire, à un droit à la déconnexion, etc. Donc, il faut qu'on encadre ça. Alors, c'est la question, sur quelle plage horaire on utilise le numérique et est-ce que parfois c'est pertinent de l'utiliser en soirée ou le week-end, voilà. Mais j'ai envie de dire, plutôt que vouloir tout réinventer sous l'angle du numérique, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de questions auxquelles on peut trouver des réponses dans nos pratiques habituelles. Ça, c'était une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'on parle beaucoup des dangers du numérique, mais j'ai envie de dire, je suis un peu vers la fin de ma carrière, moi, vous le voyez, les dangers du travail de rue, on en parlait aussi. Voilà. Aller à certaines heures, à certains endroits. Voilà, moi, il m'arrivait qu'il y ait des jeunes qui me fassent comprendre à minuit, dans une cage d'escalier, où ils dilaient activement qu'il était temps que je m'en aille, quoi. Parce que je gênais un petit peu le business, quoi. J'étais plus le bienvenu. Et puis là, voilà, quand on est jeune éduc, il y a le collègue qui dit bon, maintenant on y va, quoi. Voilà. Puis en sortant, il dit tu vois, là, surtout, faut pas insister, quoi, parce que ça peut dégénérer. Oui, parce que c'est aussi ça, notre boulot, des fois, on est dans des situations. J'ai envie de dire, le numérique, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire à quel moment on décide que ça suffit, quoi. On s'arrête. Enfin, on arrête là la conversation, on arrête là l'échange, parce que ça est en train de partir. Voilà, ou ça c'est en train de nous échapper. Enfin voilà, je pense que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de débat. D'ailleurs, si j'ai invité madame, c'est parce que je pense qu'il y en a et que si on a ouvert cette discussion bien au-delà des salariés d'Itinéraire, c'est parce que je pense qu'elle est partagée par tous et que c'est collectivement qu'on va construire des réponses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas aussi démunis non plus qu'on voudrait le penser, quoi. Je pense qu'on a des ressources et je pense que tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a appris, comment on le décline avec cet outil-là. Et je vais peut-être formuler les choses un peu autrement, c'est quand est-ce qu'on va réussir à banaliser cet outil, quoi, en fait. Voilà, parce que je le redis, moi, qu'on n'arrête pas de me dire que c'est un truc nouveau, encore une fois, je ne suis pas tout jeune et ce n'est pas un truc nouveau, quoi. Enfin, Facebook, ça a combien d'années, quoi. Vous voyez, donc ça va être nouveau pendant combien de temps, quoi. Vous voyez, donc c'est plus si nouveau que ça. Et donc aujourd'hui, et le Covid nous a amené ça. Enfin, faire des visios, c'est devenu banal, quoi. Vous voyez, échanger avec des jeunes sur un groupe WhatsApp, c'est devenu banal. Et tant mieux, quoi. Comment on banalise cet outil et comment on définit avec cet outil ce qui est pertinent et pas pertinent. À quel moment c'est intéressant, il y a une plus-value, et à quel moment il n'y a pas de plus-value. C'est ce qu'on fait avec les jeunes. Il y a des choses qu'on va traiter en individuel, il y a des choses qu'on va traiter en collectif, il y a des choses qu'on va traiter avec les parents, il y a des choses qu'on va traiter sans les parents. Enfin, on sait faire tout ça. Donc je veux dire, avec le numérique, c'est pas tout bon ou tout mauvais. J'ai envie de dire, c'est comme le marteau. Le marteau, pour planter des clous, c'est vachement bien. Les vis, ça marche moins bien. Et sur la tête du copain, c'est interdit, quoi. Donc je pense qu'avec le numérique, il faut qu'on arrive à construire ça. Et moi, je veux quand même aussi... Enfin voilà, inscrire cette discussion dans on a des compétences, on a des savoir-faire, on ne part pas de rien, on a su s'adapter à plein de pratiques et voilà, et donc il y a des réponses qui, à mon avis, existent déjà, il faut juste qu'on les adapte à l'outil, puis il faut qu'on adapte l'outil aussi à nos pratiques, c'est-à-dire qu'on prenne la main dessus, et la question de fixer un cadre avec les jeunes, moi ça me paraît très important. Au local, les gamins, ils ne font pas comme ils veulent, quoi. Voilà. Il y a la libre adhésion, tout ça, ok, mais ça n'empêche qu'au local, ils sont chez nous et ils ne font pas ce qu'ils veulent, et on leur fixe des limites, quoi.
je veux dire, dans les échanges oraux, on fixe aussi des limites, et dans les échanges numériques, je pense qu'on peut aussi fixer des limites. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, je pense que c'est ce qu'ils attendent aussi un petit peu de nous en tant qu'adultes référents. Enfin voilà, moi, une réflexion que je voulais partager sur le fait qu'on n'est pas si démunis que ça, et à chaque fois que j'ai des échanges avec des éducateurs sur le sujet, ça me conforte dans l'idée qu'on sait déjà faire plein de trucs, quoi, en fait, et que si on partage entre nous, je pense qu'on peut déjà formaliser peut-être un certain nombre d'outils. Et puis ensuite, si ça intéresse suffisamment de monde, moi je veux bien inviter l'intervenant de la CNIL qu'on a entendu à Paris. Si vous pensez que ça peut être pertinent, je veux bien lui envoyer une invitation. On verra si ça l'intéresse. Moi, je voulais juste réagir par rapport à ça. Quand est-ce qu'on banalise ça? Moi, je pense que ça revient à ce que j'avais dit un petit peu au début sur ma thèse. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à réfléchir à une théorie du numérique dans le travail social. Aujourd'hui, on a plein de recherches qui parlent à la fois des effets négatifs, fracture numérique, exclusion numérique, des recherches qui vont mettre en valeur les compétences, comment ça nous aide, etc. Mais tout ça, ce n'est pas encore cadré. On n'a pas de formation dans les universités ni dans les centres de travail social comme ici. Il n'y a pas encore un formateur qui est dédié à parler de ça. Tout comme on commence à peine à avoir des encadrants numériques comme vous dans les associations. Il faut qu'il y ait un travail collectif de sensibilisation à ces sujets et qui doit être fait dans toutes les échelles. Il faut qu'on ait vers quelque chose, mais ça va arriver, mais pour l'instant, on est dans le flou. Mais je pense que c'est pour ça que je pense que cadrer un point sur le numérique dans le travail social, c'est important. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis éducateur en prévention spécialisée à FIV, du coup, itinéraire. En fait, vous venez un peu de répondre à la question que j'allais poser. Mais je partage du coup ce que vous dites par rapport aux besoins d'un cadre dans l'intervention sur les pratiques numériques qu'on peut avoir. Nous, c'est quelque chose qu'on a un peu expérimenté avec l'équipe et effectivement, en fait, il y a plusieurs questions qu'on s'est posées suite à des événements qui se sont passés. Et là, on a parlé des jeunes, on a parlé des éducateurs, mais on n'a pas parlé des parents, par exemple. On se retrouve souvent dans des situations où nous, on doit expliquer aux parents, notamment aux parents des mineurs, dans quel cas nous, on intervient sur les réseaux sociaux, parce que c'est une incompréhension de leur part, et je pense que c'est aussi une problématique un peu générationnelle. En tout cas, c'est ce qui ressort des échanges qu'on a pu avoir. Et nous, aujourd'hui, on est un peu en difficulté parfois pour expliquer notre pratique dans ce cadre-là, entre collègues ou même nous en tant qu'éducateurs et auprès des jeunes. Donc auprès des parents qui, eux, ne maîtrisent pas forcément ces outils, ça devient encore plus compliqué. Et d'où le besoin d'un cadre, en fait. Mais du coup, vous venez d'en parler. Et j'insiste sur ça, effectivement, nous, on bénéficierait à avoir plus de formation, en tout cas un cadre plus défini dans les pratiques qu'on peut avoir, en fait. Ouais, ok. Merci. On est tous nous, on est en société, on a besoin, même si on est parfois révolutionnaire, on a besoin de toujours être orienté par une loi, par un cadre. C'est ce qui fait le fait qu'on est dans une société. Donc, même si parfois après on va peut-être sortir un peu de la loi, on a besoin d'être rassuré. Donc oui. Bonjour à tous, Amadou Ramé, moi je représente le département du Nord, donc service jeunesse, la direction enfance, famille, jeunesse. Et je voulais juste réagir par rapport à la thématique. Je pense qu'on insiste beaucoup sur le mésusage en fait, autour du numérique, et on n'insiste pas forcément sur les bonnes pratiques autour du numérique. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en tout cas sur les recommandations, mais on en a beaucoup parlé, des formations qui sont indispensables, insister sur ces formations-là pour, en tout cas, améliorer en fait, la montée en compétences, tout simplement, en fait, des professionnels autour de cet outil. Et on a vu que pendant la pandémie, bien sûr, ça a été utile pour aller garder le contact avec les familles, le lien avec les familles. On a vu en fait que ça pouvait avoir des aspects positifs. Et effectivement, après, c'est le professionnalisme qui aide aussi à peut-être se mettre un petit peu se protéger par rapport au mésusage. Et quand on reçoit effectivement des nudes ou autres, encore une fois, on revient au droit commun, au droit du travail et à la posture qu'on a en tant qu'adulte par rapport en fait, à certaines pratiques qui sont hors la loi, ou enfin, en tout cas qui sont un peu limites. Donc voilà. Donc je pense que c'est plutôt ça, effectivement. Enfin, moi, je m'attendais aussi à ça, c'est comment on accompagne aujourd'hui. C'est un enjeu. Et effectivement, je rejoins ceux qui sont 2.0 un petit peu, parce que
effectivement, les jeunes sont sur les téléphones. On ne peut pas faire sans. Et bon, tout à l'heure, il y avait en aparté peut-être des éducateurs un peu plus d'expérience qui disaient, mais enfin, non, mais c'est pas ça. Voilà, on a eu un petit échange là, mais encore une fois, c'est la réalité. Et il faut qu'on y soit. Mais il faut qu'on y soit, mais de manière protégée. Voilà. Oui. Je pense que quand j'ai dit dans ma présentation qu'il faut penser à des moments des échanges, des pratiques, c'est justement dans cette perspective-là. C'est qu'en échangeant et en discutant dans votre terrain sur ce qui se passe qu'on peut enrichir l'éducation, le travail éducatif. Mais bien évidemment, on peut réfléchir à je pense qu'il y a beaucoup de travaux, même de ce que je fais par rapport à ça. Mais vous avez, je pense, que plein de pratiques que vous pouvez aussi partager entre vous dans un temps d'échange. Il faut juste créer le moment. Hein. Et j'avais mis à la fin de ma présentation, du coup, quelques références. Le premier ouvrage, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais c'est 3 auteurs. Il s'appelle « Les smartphones des enfants placés, quel enjeu pour la protection de l'enfance ». C'est très, très intéressant et ça peut aussi vous donner des idées sur justement les questions des pratiques. Il y a une professeure spécialisée, je ne veux pas me tromper dans quelle ville elle est, mais pardon, c'est 3 associations, mais c'est dans l'Est français qu'ils ont fait ce qu'on appelle un livre blanc. Donc, ce n'est pas un livre qui a été fait dans une édition, mais qui a été fait par eux-mêmes, accompagné par un sociologue. Ils ont créé l'ouvrage « Vers la rue numérique ». Et donc, dans cet ouvrage-là, il y en a, à un moment donné, plein de petits exemples des situations qui peuvent arriver, des bonnes situations ou des mauvaises, quand on est en échange avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller là-dessus. Mais je répète, entre équipes, je pense que vous avez beaucoup de pratiques à se faire échanger. Et c'est ces pratiques-là qui doivent enrichir vos cadres de travail. On peut chercher ailleurs, mais on a aussi beaucoup de richesses dans nos équipes, quoi. Oui. Peut-être que je mets les éducateurs sur un piédestal, mais j'étais très surpris en fait du jugement qu'avaient les éducatrices par rapport à leurs homologues éducateurs, qui disaient que ah oui, les garçons sont beaucoup plus sur le terrain, parce que ça m'étonne beaucoup parce que les éducateurs sont plutôt très éthiques et déontologiques. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés jusqu'à présent, parmi ceux-là, en tout cas, j'ai jamais vu cette dichotomie, cette insistance en fait entre leurs pratiques par rapport à cet impact du genre. Voilà. Ouais. J'étais très surpris. Bon. Après, c'est peut-être une réalité des territoires. Hein. C'est comme je vous ai dit, on est dans un territoire très spécifique, très particulier en France, et qui fait que peut-être cette question de genre est plus présente là-bas et pas dans d'autres territoires. Mais je ne pourrais pas vous dire parce que je travaillais que là-bas, mais je pense, de plus en plus, je pense qu'il y a une question des territoires qui est assez importante. Une influence du territoire, de la culture du territoire, plutôt. Mais c'est peut-être les éducatrices qui pourront nous dire, hein, qui sont présentes ici, si cette thèse elle est valide ou pas. Bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je comprends tous les questionnements qu'il peut y avoir effectivement sur les limites entre la vie privée, la vie personnelle, la vie professionnelle, et je comprends vraiment tous les questionnements que peuvent se poser les éducateurs. Moi, je suis du milieu de l'animation socioculturelle, et donc du coup, ma question, elle est plus sur est-ce qu'il y a eu des études similaires sur d'autres types de travail social pour justement pouvoir faire réseau sur cette question, parce que j'entends parler des invisibles, des animateurs en lien avec les invisibles, et en gros, voilà, entre les éducateurs peut-être plutôt geeks, en tout cas comme vous les avez appelés, les militants. Les militants 2.0 et les éducateurs de rue, peut-être plus réfractaires ou plus indécis. Comment on arrive à optimiser finalement ce partenariat entre les deux pour arriver, effectivement arriver à des bonnes pratiques, à utiliser les bonnes pratiques plutôt qu'être dans la peur, quoi.
Et du coup, voilà, je m'associe vraiment à cette réflexion parce que sur les territoires, on se pose les questions souvent sur la mobilisation des publics. On a effectivement comment on les positionne, les invisibles, sur des dispositifs où ils sont en présentiel. Je veux dire, et du coup, je trouverais intéressant d'avoir le retour des éducateurs 2.0 sur ce qui se passe sur les réseaux et le pourquoi parfois les jeunes ont plutôt tendance peut-être à rester sur les réseaux qu'à sortir. Voilà. Du coup, ma question, clairement, c'est y a-t-il eu des études similaires sur d'autres types de travail social? Alors, la grande problématique des études aujourd'hui sur le numérique et le travail social, c'est que souvent, ils sont assez clivants dans le sens où ils vont plutôt montrer ce que le numérique fait de mal aux usagers. Donc là, on va entrer la question de la dématérialisation, comment le numérique va empirer les situations des inégalités de certaines familles, etc. La e-administration qu'on appelle ça. On a très peu d'études qui vont mettre en valeur déjà tout ce qui est applications ou nouveaux logiciels qui peuvent accélérer les démarches administratives. Et encore moins quand on parle des réseaux sociaux. Là, c'est presque inexistant parce que vous voyez, entre la critique, les bonnes pratiques et les réseaux sociaux, il y a un tas d'idées et donc on n'arrive pas encore. Il y a très peu de chercheurs là-dessus. Donc, il y a, sous cette question des réseaux sociaux, il y a l'ouvrage que je vous ai mis tout à l'heure, moi, Stéphane, des enfants placés. Donc là, on est vraiment sur les réseaux sociaux en protection de l'enfance dans le cadre du placement. Il y a notre enquête, tout simplement. Et il y a aussi une revue, ANAS, Association nationale, et l'OAS, je vais me rappeler après, que s'appelle « Le travail social à l'épreuve du numérique ». Là aussi, vous allez trouver beaucoup de références et notamment des exemples des bonnes pratiques qui ont été faites dans différents secteurs du travail social. Il n'est pas là. Je vais vous chercher après. Je ne l'ai pas mise parce que je ne trouvais pas que c'était pertinent, mais vu là votre question, je pourrais peut-être... ce diaporama-là, je vais vous envoyer par mail à la direction et je vous ajouterai. Mais c'est le titre de la revue, c'est « Le travail social à l'épreuve du numérique ». Et c'est la ANAS, Association nationale des assistants sociaux. C'est le numéro 264. Voilà. Ça, je le sais. Ouais, c'est ça. Mais il y en a très peu, très très peu d'études. Là, les typologies, je n'ai pas vu d'autres. Il y a François Sorin. C'est un travailleur du social qui fait une thèse sur les promeneurs du net. Vous voyez le dispositif promeneurs du net de la CAF. Lui, il fait sa thèse sur les promeneurs du net. Et puis, il a écrit un article là-dessus. Les promeneurs du net s'appelle. François Sorin. Pas d'autres questions ? On a encore le temps. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Bonjour, donc Dany, éducateur à l'association d'action éducative sur le territoire de Dunkerque. J'avais une question dans la continuité en fait sur les éducateurs 2.0 et les plus réfractaires. Pour moi, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de juger un peu des accompagnements en fait. Quel profil de jeunes ont les réfractaires et quel profil de jeunes peuvent avoir les 2.0, voir vraiment, pour courber un peu les propos de madame tout à l'heure, si vraiment les invisibles, par exemple, sont vraiment plus accessibles finalement par le biais des usages numériques. Je ne pense pas en réfléchissant, de toute façon, non, la réponse est non. Les réfractaires et les militants, ils ont tous le même profil des jeunes. On n'est pas... Et je pense de ce que j'ai vu dans le terrain auquel j'ai enquêté, il n'y avait pas de séparation particulière entre les publics. Peut-être qu'il y en a, mais je n'ai pas été témoin de cela. Mais non, ils avaient tous le même type de public. Parce que dans ce cas, en fait, on peut souvent peut-être confronter un petit peu à l'identité de l'après, en fait, telle qu'elle est là. Elle est un peu elle est un petit peu mise en branle, en fait, par rapport à ses principes, on va dire, historiques, où
les réfractaires peuvent mettre en avant, on est sur du face-à-face, on est dans du travail de rue. L'évolution de la société fait qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse s'adapter aussi à un moment donné, et que peut-être on est aussi plus nous sûrs de nos bases, peut-être, et qu'il faut peut-être engager ce changement, et que peut-être que l'outil numérique aussi est peut-être quelque part déstabilisant pour les plus anciens, peut-être comme nous, et une remise en question de la pratique. C'est pour ça que je posais cette question, vraiment, si les profils des jeunes qui étaient suivis plus par les 2.0 plutôt que par les réfractaires avaient vraiment une tendance à peut-être à nous dégoter des jeunes qu'on ne trouverait pas dans la rue, et que vraiment on arriverait à les sortir de chez eux. C'est vraiment ça, moi, qui... Ah non, je ne pense pas. Et même si on revient sur la question du questionnaire, on voit que finalement les plus anciens sont peut-être beaucoup plus ouverts à utiliser les réseaux sociaux numériques. Donc peut-être que les anciens sont plus militants, si je peux dire comme ça, si on reprend les typologies, que les plus nouveaux. Donc non, je ne pense pas. Après, moi, ça fait partie d'une des réflexions de ma thèse. Je pense qu'il y a beaucoup plus une question idéologique et la manière justement comme nous, personnellement, on perçoit l'arrivée du numérique qui va influencer nos pratiques professionnelles qu'une question des publics qui accompagnent ça ou pas. Je pense qu'il y a vraiment... c'est pour ça que j'ai dit au début, on mélange des avis personnels avec des avis professionnels. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est normal, hein, quand on suit des informations, des formations importantes et plus élevées, on a plus tendance à critiquer ces nouvelles tendances et à les projeter et à les juger comme arrive. Donc je pense que c'est beaucoup plus quelque chose d'idéologique, de l'ordre personnel, qui va influencer les postures professionnelles. D'accord. Oui, sur la question des pratiques, moi, les quelques colloques ou conférences auxquelles j'ai participé, moi, j'ai identifié plusieurs problématiques qui n'étaient pas toujours clairement différenciées. Par exemple, il y a la question, on a beaucoup évoqué les promeneurs du net. Là, on est vraiment sur la question de la maraude numérique, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible de rentrer en relation avec des jeunes qu'on ne connaît pas et de créer un contact avec un public qu'on ne connaît pas. La deuxième étape, c'est est-ce que ce contact il devient réel à un moment ou pas. Voilà, ça c'est, je dirais, une catégorie de questions qui se posent beaucoup. Une autre catégorie de questions, c'est comment on utilise le numérique avec des jeunes avec qui on est déjà en relation. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple, que c'est un peu plus clair dans l'esprit des éducateurs. C'est ce qui s'est fait pendant la période du Covid, par exemple. Hein. C'est comme on pouvait plus se voir, on a créé des groupes WhatsApp, et puis ça a été vite, et puis on communique. Moi, je vois aussi des éducateurs qui sont en mode projet avec un groupe de jeunes ou d'adultes, et qui du coup définissent des règles d'usage, et puis on échange les numéros de téléphone, et on se met et on crée un groupe pour échanger sur le projet. Se donner rendez-vous, se tenir au courant de ce qu'on fait, enfin des choses comme ça. Ça, je trouve que ça tourne assez bien. Ça tourne d'autant plus assez bien qu'en général, au moment où il crée le groupe, l'éducateur ou l'éducatrice fixe les règles de ce groupe, à quoi il va servir, et puis comment on se respecte, comment on communique là-dessus. Donc ça, j'ai l'impression que ça marche assez bien. C'est pas trop un problème. Après, il y a la question de comment on gère l'activité. Je pense à un service de l'association qui est un CARUD, qui travaille avec des personnes qui ont des problèmes d'addiction, et depuis qui disposent de smartphones et qui peuvent rappeler, par exemple, la consultation médicale qui va avoir lieu l'après-midi. On a beaucoup moins d'absents au rendez-vous. Voilà, donc là, on voit bien la plus-value, pour le coup, du numérique, elle est assez flagrante, quoi. Mais aussi avec certains publics, quoi. Voilà, rappeler un rendez-vous, enfin, des choses comme ça, ou faire circuler de l'information. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on met derrière l'usage du numérique, quoi, dans le travail social ? Ce que je voulais dire à partir de cette intervention, c'est que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, il y a différentes catégories, et je pense que ce qui reste peut-être le plus complexe, ou le sujet pour moi qu'il faut vraiment, sur lequel je reste le plus sceptique, c'est la question des maraudes numériques. C'est-à-dire, effectivement,
Est-ce qu'on peut faire du travail de rue virtuel comme on fait du travail de rue réel? Est-ce que vraiment ça permet de rentrer en relation avec un public qu'on ne connaît pas encore? Et est-ce que ça permet vraiment de construire une relation éducative? Ou est-ce que c'est simplement un outil éventuellement de prise de contact qui nécessite qu'à un moment, il y ait une rencontre physique pour qu'on puisse démarrer un accompagnement éducatif? Enfin voilà. Là, je pense qu'il y a... Après, sur le reste, je pense qu'on est plus sur comment on utilise un outil dans une relation éducative déjà existante. Et j'ai l'impression que ça nous pose peut-être un peu moins de difficultés. Sur la population de rue, j'écoute et je réfléchis, il y a un article qui s'appelle « Expression numérique à la rue », je ne me rappelle pas maintenant l'auteur, mais qui va justement analyser comment les personnes et les jeunes en situation de rue utilisent les réseaux sociaux et comment ce qu'ils publient sur ces réseaux sociaux peut être révélateur de leur état d'esprit. Et du coup, ça peut être important pour les professionnels qui les accompagnent justement pour savoir parfois comment ils sont dans la journée ou qu'est-ce qu'ils ressentent. Parce que c'est des personnes qui parfois ont du mal à exprimer leurs sentiments face à face, mais qui vont facilement, on ne sait pas pour quelles raisons, les exprimer sur les réseaux sociaux. Et du coup, on peut repérer un certain nombre d'indices dans leurs publications. Ça s'appelle « Expression numérique à la rue ». Moi, je rejoins complètement sur le fait que ce soit à titre informatif ou de de maintenir le contact avec les jeunes, l'outil Snapchat par exemple, parce que y avait des commentaires qui disaient que oui, effectivement, la relation éducative, elle passe pas par un écran, ou en tout cas, c'est réducteur par rapport au sens qu'on met derrière la relation éducative. Et il y a quand même pas mal de jeunes, ceux qui sont isolés en tout cas, qui utilisent les réseaux sociaux, et voire que les réseaux sociaux, donc en détresse affective ou autre, qui vont venir sursolliciter l'éducateur par ce biais-là. Et puis, le simple fait d'y répondre, en fait, on va aussi alimenter ce mode relationnel avec le jeune. Et parfois, c'est juste contre-productif avec le travail. Et il y avait un commentaire qui me faisait un petit peu sourire sur je reçois un message à 22h30, il y a un jeune qui va se battre dans la rue, machin, je l'ai vu. Il faut forcément que j'y aille, je ne peux pas passer à côté. Mais là, c'est la question de la distance, tout simplement, qu'on met avec son travail. Et on finit à 22h30, on sort le portable, il est éteint, on le remet le lendemain. Voilà, on met de la distance aussi avec notre travail. Et on ne va certainement pas toujours être disponible et puis sauver tout le monde, quoi. Donc, du coup, c'est un outil comme un autre, je pense, les réseaux sociaux. Et il n'y a pas lieu de rajouter plus de problématiques qu'elles ne comprennent déjà. Après, ouais, c'est vrai que là, sur cette question des 22h30, c'est vraiment dans le contexte des assos qui ne disposent pas des bons téléphones. Et que du coup, finalement, les éducs sont sur leur téléphone perso en train de gérer des trucs professionnels. Donc c'est peut-être pour ça, c'est ça qui faisait que du coup, elle était face à ça. Mais rien n'empêche, là c'est il faut veiller toujours à ça, au fait, effectivement, de ne pas dépasser ses horaires de travail, à ne pas être curieux, etc., parce qu'on peut le être. Donc oui. Bonjour à tous, donc moi je suis encore en formation et du coup c'est le sujet de ma note de réflexion justement pour les bonnes pratiques. Donc je suis au sein d'un institut médico-éducatif, donc avec des jeunes dans des déficiences intellectuelles et donc je me suis fait cette réflexion-là et je pense que ce qui est bien aussi c'est de faire venir des partenaires qui peuvent faire des préventions justement et les accompagner au mieux sur le bon usage et la bonne pratique des réseaux sociaux parce que ça nous entoure. Et que, en fait, voilà, c'est en fonction de ce qu'on met un sens derrière, la bonne pratique, la bonne distance. Et je pense que s'ils sont bien accompagnés et que les parents aussi, ils ont des flyers ou un petit accompagnement derrière pour comment faire, les mettre en sécurité, je pense que ça peut être utilisé dans la sécurité et c'est pas ça qui fait que nous, en tant qu'éducateurs, on se pose beaucoup de questions, c'est normal, mais ce qui fait qu'on trouve les bonnes méthodes au mieux, quoi. Complètement, ouais.
Du coup, on arrête les questions? Des remarques? En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et j'espère vous rencontrer futurement. Avec plaisir.